Azir, Ogiran, no Shaish. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Elle viendra des bois, la reine éternelle, semant les forêts derrière elle. La saison de la guerre vient avec elle. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Il viendra un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis le serviront à jamais. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Le Panthéon fera face à l'éternité. Elle viendra, un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Il viendra un Dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Elle viendra des bois, la reine éternelle, semant les forêts derrière elle. La saison de la guerre vient avec elle. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Il viendra un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis le serviront à jamais. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Le Panthéon fera face à l'éternité. Elle viendra, un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Il viendra un Dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Oh Azir, Ogiran, no Shaish. Au royaume mortel. Bonsoir tout le monde. Salut Skullworm. Salut Koro. Comment ça va tout le monde?
Alors, bienvenue dans ce stream où on va faire une tier list lore des unités des éternels de rage. Donc on va lire tous les profils en fait, tout le lore de toutes les unités d'éternels qu'il y a dans le Battletome de la V4. On va même aussi un peu lire les descriptions de leurs capacités, leurs armes, etc. Comme ça on va bien explorer un peu le lore de chaque unité, chose que je fais un peu moins d'habitude. Et si ça plaît, je ferai sûrement aussi la même chose pour chaque autre Battletome. La semaine prochaine par exemple on fera les unités des Skaven. Ici on va pas parler des héros, mais on va vraiment parler des unités spécifiquement et de leur organisation dans le corps d'armée des éternels. Donc ça va être sympathique. Si jamais aussi, samedi prochain, on va faire un live un peu plus chill comme on l'a fait samedi dernier avec Monster Hunter. On va faire un live en coop avec des gens de la commu qui sont sur le Discord et on va faire une campagne Total War Warhammer où je jouerai sûrement à l'Ariel parce que voilà, j'ai un type, voilà, j'aime bien les Sylvanettes, voilà, c'est tout. Et voilà. Salut Lucas, comment ça va? Salut Ilis. Ouais, je vais me mettre tac, la petite tier list. Beaucoup d'unités. Alors on va pas tout en parler. Par exemple les héros, je les ai mis en bas, on va pas vraiment en parler. Mais voilà déjà pour ça. Les héros on va pas en parler. Après normalement, pareil les draconites non. Mais on va parler des différents trucs. Mais avant de parler des héros, d'ailleurs je sais pas où est tout, donc on va jouer un peu à Where is that Pokémon. Vous allez m'aider un peu, genre quand je vais galérer à chercher. Alors c'est lequel? Parce que cette tier list j'ai trouvé sur le créateur de tier list. Il y avait tellement d'unités, je me suis dit pour une fois j'ai pas besoin de faire toute une tier list moi-même. Je me suis dit je vais utiliser celle qui existe déjà après tout. C'est tiré sur Discord. Ah oui, d'accord, je le reconnais. L'Ariel, pas besoin de justification. Bah oui, on est d'accord. En face, en plus, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut jouer Moratti. Donc ça va être un petit affrontement sympathique. Et il y a une troisième personne qui va peut-être jouer Slanesh. Donc je vais me trouver avec Alariel entre Nkari et Moratti. Voilà. Je sais pas lequel est le pire. On verra samedi si ça vous dit. Mais voilà. Stormcast Eternal, c'est vrai qu'il y a du monde. Ah oui, il y en a. Après, comme j'ai dit, on va pas tous les lire, on va vraiment se concentrer sur le lore. Il y a certaines unités d'ailleurs qui sont plus dans le Battletome, donc on va peut-être y mettre un petit mot, mais on va passer vite fait dessus, quoi. Et alors, on verra après pour les noms des différentes catégories. J'en ai quelques-uns en tête. Si vous en trouvez des meilleurs, n'hésitez pas à les proposer. Ce sera marrant. Moi qui m'attendais à un petit live chill. Ah bah non, là on n'allait pas... Il y en a tellement en vrai que je crois qu'il y a moyen qu'on fasse pour la première fois de l'histoire de la chaîne qu'on fasse la tier list en 2 lives. Ce serait... Parce que typiquement la tier list de tous les héros là, de Warhammer, j'aurais dû la faire en 2 lives, j'ai été con, j'ai voulu tout faire d'un coup, c'est pas une bonne idée. J'aurais dû limite diviser, genre ceux de l'ordre il y en avait plein et diviser ensuite tout le reste des héros. Mais là, il y a moyen qu'on le fasse en 2 lives. Donc, qui sait, peut-être ce soir et demain soir, peut-être, s'il y en a qui sont chauds pour voir la deuxième moitié. Mais ouais, déjà, ça, ce sera déjà pas mal. Et l'autre Trigen. Donc déjà, avant de nous attaquer au lore des unités en elles-mêmes, il me semble important de dire quelques mots sur l'organisation des hostes. Alors, les hostes, pour rappel, ce sont les différents ordres d'éternels. Là, ici, au milieu, on a un chevalier Excelsior. À gauche, on a un enclume de Ledenhammer. À gauche encore, on a les marteaux de Sigmar en doré. Voilà, en fait, chaque host a des couleurs différentes et un peu une philosophie différente. Avec aussi, d'ailleurs, des fois aussi une mission différente. Par exemple, ceux qui sont en rouge tout à droite, c'est les Templiers Astro. Leur boulot, c'est de chasser des gros monstres. C'est les chasseurs de monstres.
Au milieu, les chevaliers Excelsior, leur boulot c'est un peu la police de Sigmar. Ils les envoient pour exterminer des corrompus ou capturer des... parfois pourquoi pas des éternels renégats ou qui ont déserté, ce genre de choses. Parce que ça arrive. C'est important de noter, ça peut arriver. Après ça peut arriver mais pas exactement volontairement parce qu'ils deviennent tous gâteux à la fin. Donc il y en a un qui va chercher, qui part pour pisser, qui se perd dans la forêt, il faut aller bien chercher quoi. C'est voilà, ça arrive. Bon, il y en a après, il y en a d'autres qui se disent OK, j'ai pas signé pour ça, va chez Sigmar, je me barre. Ça arrive aussi. Mais bon, ça c'est un peu plus rare quand même. Généralement, ils deviennent surtout tous gâteux. Bonsoir Night Dust. Bon, chaud. Ah bah là on est chaud. Donc d'abord on va parler, donc je l'ai dit, des os. Alors vous voyez ce que c'est les os? Ce sont les différents ordres éternels qui ont un peu différentes armoiries, une différente histoire, un différent code, différentes missions. Et chacun de ces os a plus ou moins cette structure. C'est-à-dire que tout en haut, il y a le seigneur commandant de Lost, qu'on peut voir ici. Par exemple, pour les marteaux de Sigmar, son armure dorée, c'est Bastien Cartalos. Donc c'est... il est où? C'est lui là, Bastien Cartalos. Et... donc là aussi on a le grand machin, ça c'est l'ancien visuel, ça c'est le nouveau. Qui est un peu plus épuré somme toute. Et donc il y a le seigneur commandant qui est tout en haut. Ensuite il y a différents temples, les temples Heraldor, Relictor, Valedictor, Judicator. Ça ce sont les structures qui vont former les différents officiers des éternels. Les chevaliers par exemple, le temple Relictor va former des chevaliers Relictor. Le temple Valedictor va former des chevaliers Arcanum, ceux qui vont être les mages. Voilà, il y a... c'est les différents échelons un peu de commandement des officiers. Ensuite, on va avoir les chambres. Chaque chambre va avoir son rôle. Par exemple, la chambre des guerriers, il y a beaucoup... Ça va être ceux qui tiennent la ligne. Il va y avoir beaucoup d'infanterie qui va justement tenir la ligne. C'est généralement un peu le gros des troupes. Là où la chambre d'avant-garde, ça va être constitué de beaucoup d'éclaireurs, d'unités rapides qui vont justement partir en connaissance ou faire des mouvements d'attaque de flanc de la guérilla. Ils vont saboter les lignes arrière. C'est un peu leur boulot. Et voilà, donc il va y avoir différentes chambres. Alors après, il y a des chambres qu'on connaît un peu moins, on va dire. Il y a la chambre des logisteurs, qui a l'air d'être une chambre un peu d'ingénieur. Il y a les chambres d'alliance. Alors, on sait pas du tout ce que c'est. Gros mystère. Certains ont théorisé que peut-être... Alors, après, c'est un peu genre l'arche d'alliance, donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'ai théorisé un peu que ça pourrait être peut-être une chambre où il y a des non-humains en éternel. Qui sait? Et il y a la chambre sacro-sainte qui est partie récemment, mais qui est toujours là. La chambre sacro-sainte qui est la chambre qui est censée être... comment dire, ils sont censés toujours être à Azir pour contribuer à la reforge des éternels et à vérifier que tout va bien. C'est ceux qui s'y connaissent bien en magie des âmes, en magie, en toutes sortes de... Au niveau des arcanes, c'est eux qui s'y connaissent le mieux pour faire en sorte que les éternels se dégradent le moins possible. Voilà. Mais voilà un peu pour ce qui est. Et chaque host, que ce soit les marteaux de Sigmar, les enclumes de Lenamar, etc., ont ces différentes chambres qui constituent leur host. C'est ça qu'il faut se dire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, dans les Battle Tomes, les sous-factions, du coup les différents hosts, c'était eux qui avaient des règles. Maintenant, ils ont fait l'inverse. Maintenant, ce sont les chambres, les différentes chambres, qui vont avoir des règles spécifiques. Au début, moi, ça m'a fait un peu peur. J'avais un peu peur qu'ils arrêtent de développer le lore des différents hosts, justement, des différentes sous-factions. C'est pas que pour les éternels, d'ailleurs, c'est pour toutes les factions. Mais dans les Battle Tomes récents, je trouve que ça va. Ils ont pas abandonné le développement du lore des hosts, ça va. Et je me dis qu'en fait, avant, le truc, c'est que les gens utilisaient tout le temps les règles les plus pétées.
Et du coup, ce qui faisait qu'on voyait majoritairement souvent le même type d'host, parce que les gens les peignaient leur armée au même... enfin, pas toujours, mais beaucoup peignaient leur armée par rapport aux règles qu'ils utilisaient le plus souvent. Et là, ce qui est bien, c'est comme les règles sont par chambre, et que tous les hosts ont toutes les chambres, bah du coup, j'ai l'impression qu'il y a une plus grande diversité en termes de couleurs dans les armées. Donc, quelque part, c'était pas un mauvais choix. Oh, voilà. Les Templiers Astro sont pas couleur cardinale. Effectivement, celui-là... Hop. Celui le plus à droite, c'est peut-être pas un Templier Astro, c'est peut-être un belliciste céleste. Ceux qui voient l'avenir. T'as peut-être raison, effectivement, c'était pas celui-là. Ils ont une couleur un peu similaire. L'un est un peu plus violacé, l'autre est un peu plus rouge. Et des fois, je les confonds. Mais t'as peut-être raison, ouais. Bonne idée ce live, je viens de finir le bouquin La Guerre des âmes et j'avoue que j'ai eu un peu de mal avec le nom des unités pour savoir qui est qui. Eh ben on va éclairer ça justement après ce live, vous saurez tout des armées des éternels. Pour faire simple, les os sont comme les chapitres de Warhammer 40k. Oui, si on veut simplifier ça, oui, c'est ça. Salut Drakix. C'était Vendus, ce chef des marteaux de Sigmar avant non. Non, Vendus, ah bah justement, on va parler un peu des différents rangs, mais pour faire simple, Vendus c'est un seigneur célestant des marteaux de Sigmar. C'est pas le seigneur commandeur. Le seigneur commandeur c'est Bastian Cartalos, comme on l'a dit. Et bah on va justement parler de ce qui rend un seigneur célestant différent des autres. Mais quand même Vendus, ce qu'il faut se dire c'est que c'est peut-être genre le second Bastian, quoi. C'est le gars qui est après Bastian. C'est un seigneur célestant, le premier seigneur célestant. C'est le premier gars qui a été envoyé avec la première armée pour lancer la contre-attaque de Sigmar, quoi. Donc quand même, il a marqué le coup, quoi, Vendus. Mais ce n'est pas lui le chef des marteaux de Sigmar, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais voilà. Autre point aussi, alors. Maintenant, on va un peu plus parler de certaines choses. Vous voyez des symboles dans les différentes chambres. Il y a un éclair, un croissant de lune, une étoile, et vous avez des conclaves. Alors, les conclaves, ça va être les types d'unités qu'il y a dans chacune des chambres. Là, vous voyez que certaines chambres ont plus donc le croissant de lune ont plus de paladins. Certaines chambres ont plus l'étoile qui sont du coup les justicars. Ça en fait sont ça va être des types d'unités. Donc pour mettre un peu dans l'ordre, les comètes à deux queues, ce sont les conclaves Angelos. Ce sont ceux qui effectuent des missions de reconnaissance et utilisent leur mobilité pour harceler l'ennemi, pour faire des assauts, etc. Donc ça va être ceux qui sont généralement les prosecutors, les unités ailées, mais aussi les vanguards, ceux qui ont des épées et des arbalètes, vous voyez des fois, qui vont faire un peu des attaques qui sont un peu plus rapides, quoi, et qui sont un peu plus polyvalents, on va dire. Les paladins, c'est les gros bien musclés. Les éclairs, c'est ceux qui sont responsables de tenir la ligne, comme ceux qui ont les marteaux et les boucliers. On verra un peu plus en détail après pour les noms. Ceux qui ont l'étoile, c'est les tireurs, c'est les judicars. Et ceux qui ont cette espèce de symbole, alors je crois pas qu'on le voit ici. Ils sont pas ici, ils sont plus vraiment, on les voit plus trop vu que ils étaient majoritairement dans la chambre sacro-sainte. Mais c'est les conclaves corpuscans qui sont les manipulateurs de la magie en gros. Voilà, bon, ça c'est pour... Donc, un host est constitué de plusieurs chambres, les chambres sont constituées de plusieurs conclaves. Voilà ce qu'il faut se dire, tout simplement. Au niveau des conclaves, alors les différentes escouades qui sont dans des conclaves, donc il va y avoir des différents éternels comme je vous dis qui ont différentes spécialités. Dans les conclaves, chaque escouade d'un conclave a ce qu'on appelle un primus. Généralement c'est votre héros. Enfin c'est votre héros, c'est votre chef d'escouade, pardon. Et dans le wargame ils ont souvent un petit dé en plus, ils ont un petit bonus parce que c'est les champions d'unité. Donc ça va être un peu le premier niveau d'officier, on va dire. C'est les primus ou les primes, ça dépend si vous êtes plus anglais ou français. C'est les primus.
Donc il y a le Stormcast de base qui est dans son unité, il y a le Primus, au-dessus ensuite il y a les chevaliers, donc chevalier Arcanum, chevalier... il y a tous les différents chevaliers, on va les voir après. Et ensuite au-dessus il y a les seigneurs. Les seigneurs du coup ils vont diriger les chambres, les différentes chambres, donc il y aura par exemple les seigneurs Célestans vont généralement gérer des chambres des guerriers, les seigneurs Arcanum vont généralement gérer des chambres sacro-saintes, etc. Après, il y a par exemple, il y a aussi des seigneurs Célestans qui vont être dans les chambres extremis. C'est pour ça que vous trouvez des seigneurs Célestans sur Star Trek. Voilà. Donc, et encore au-dessus, il y a le seigneur commandant qui dirige tous les différents seigneurs. Donc voilà un peu comment se fait la hiérarchie au niveau des éternels. Ah ok, merci. Bah, pas de soucis, pas de soucis. Si tu veux, Elrith, le cardinal, c'est une teinte pourpre très rouge. La pourpre était un rouge violacé. Ok. Bah, j'avoue que je saurais pas trop dire du coup pour la différence vraiment. Enfin. Bah, dans ce cas, je dirais que les Templiers Astro sont plus ou moins pourpres. Là où les Bellicis stellaires sont bien plus rouges. Même si quand on voit Milka, c'est clairement violacé. Ça varie en fait, les représentations des Templiers Astro. Enfin voilà. Voilà un peu pour la structure, pour ce qu'il veut se dire. Donc avant de commencer les différentes unités, de lire les différents profils d'unités, j'aimerais lire la description un peu des os de l'orage. Hop. Donc les Hostes de l'Orage sont des organisations militaires hautement disciplinées, possédant chacune leur propre tradition héraldique. La plupart comptent entre 5 et 10 000 guerriers, dont les 3/4 sont déployés sur le terrain, tandis que les autres sont affectés à la garnison de Fort de l'Orage où se remettent de leurs blessures. Donc ça c'est intéressant, chaque host a entre 5000 et 10 000 guerriers. À la base, il y en avait beaucoup moins quand l'âge de Sigmar a commencé. Et par la suite, ils ont commencé à gonfler leur rang. Plus en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas si éternels qu'ils le pensaient, quoi. Disons que le projet à la base, c'était de se dire que quelques milliers suffisaient pour un host. Parce qu'ils se disaient, bah, après tout, on peut revenir. Ça sert à rien d'avoir des milliers cent. Mais voilà, donc c'est dans ces nombres-là. Au sommet de la hiérarchie de l'Ost de l'Orage se trouvent les champions de premier plan du dieu roi. Alors là, il parle du coup du cercle fermé de Sigmar. Il y a Indrasta, Ionus, le Célestant Primus. On va pas trop parler d'eux ici vu qu'on va parler des unités. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que du coup, le cercle fermé, cette hiérarchie, ils s'en battent les couilles. Ils sont littéralement en dehors de ça, ils sont en dehors du système, ils sont au-dessus du système. Et genre, il n'y a pas un seul seigneur commandeur qui peut leur chercher des noises. Parce que, genre, eux, c'est Sigmar qui répondent. Only Sigmar will judge me. C'est ça, eux, en gros. Mais voilà. Ensuite, du coup, il y a le seigneur commandeur. Comme je dis, voilà, on y répète plus que moi ce que je dis, je vais peut-être pas tout lire pour l'os de l'orage, et on va peut-être pouvoir commencer avec le lore des unités, voilà. Alors, le premier truc, ça va être le seigneur Célestant. Alors, donc pendant que je lis, si jamais vous voulez vous amuser à chercher le seigneur Célestant dans toutes les images, en me donnant le numéro de la ligne et de la colonne, voilà, si vous arrivez à le trouver, le premier qui le trouve a un cookie. Voilà, let's go. Alors, le Seigneur Célestant. On commence par le Seigneur Célestant. Le commandement des chambres qui combattent en première ligne incombe au Seigneur Célestant, le fin tacticien aguerri choisi par Sigmar en personne. Que ce soit en donnant calmement leurs ordres ou en déclamant des serments enflammés, ces officiers irradient l'autorité et une confiance acquise de haute lutte. Leurs guerriers les suivent dans le maelstrom des pires batailles, car ils savent que leurs vies ne seront jamais sacrifiées. Quand les combats font rage, le Seigneur Célestant plonge au plus fort de la mêlée, armé d'une épée runique et d'un marteau de Sigmarite.
exhortant ses troupes à combattre toujours plus férocement tandis qu'ils déciment l'ennemi. Les seigneurs célestins ont pour lourde tâche de devoir livrer une guerre sans fin. Ils doivent se résoudre à mener leurs guerriers à la mort encore et encore, conscients du fait que si les éternels de l'orage sont immortels, chaque reforge érode un peu plus leur humanité. C'est une responsabilité exigeante, mais les seigneurs célestins ne peuvent se permettre le moindre doute. Ils œuvrent sans relâche à accomplir la volonté du dieu roi, conservant leur calme et leur concentration quel que soit l'enfer dans lequel ils se retrouvent plongés. Forts de leur vaste expérience, ils imaginent des stratégies et des plans de bataille ingénieux pour chaque engagement. Ils participent directement aux assauts décisifs. Nombre de seigneurs célestins préfèrent combattre, monter sur ce qui leur confère une meilleure vue d'ensemble et permet d'atteindre rapidement les zones du champ de bataille, où leur présence fera la différence. Il n'est pas rare qu'un seigneur célestin noue un lien fort avec un animal azyrite, tel qu'un dracote. Ces créatures sont les rejetons de Dracossion, et donc les ennemis naturels des aberrations et des démons. Robustes et insensibles à la peur, ils constituent des montures de choix pour la cavalerie lourde. Ils bondissent au cœur des formations ennemies, crachant la foudre et déchiquetant les guerriers de leurs griffes, aussi longues que des dagues, pendant que leurs cavaliers cassent des crânes à coups de marteau. Ok. Donc les seigneurs célestins, c'est vraiment le seigneur Stormcast classique, c'est les seigneurs tacticiens. Voilà. Hop. Alors maintenant, il s'agit de trouver le con. Somme toute, moi... Alors, ce qu'on va faire, si jamais pour ceux qui regardent la rediffusion, on va d'abord faire les seigneurs, puis les knights, puis on va faire les différents... Je vais procéder par conclave. Je ferai ça dans les timecodes. Comme ça, vous aurez seigneur, chevalier, et conclave... on va faire, ça va être conclave rédempteur, ensuite on va faire les conclaves paladins, ensuite les angelos, ensuite les justicars. Comme ça, ce sera mieux structuré, où on pourra un peu se diriger là-dedans, quoi. Donc, ils sont où ces foutus... Vous les avez trouvés, les... Ah oui, j'ai bougé la caméra pendant ça. Ils sont où, du coup, les seigneurs... Alors ça, c'est le seigneur impératant. Ça, c'est cool, on va en parler juste après. Maintenant, le seigneur... célestin... Et où c'est ça? Ça c'est les chevaliers, ça c'est pas mal, ils sont tous en ligne, pas pratique. J'ai l'impression que c'est elle, le seigneur célestin dans le contexte ici. Ouais, je crois que c'est elle. Ouais, je crois que c'est elle. Du coup, elle, je la mettrais en... Donc les seigneurs célestins, je les mettrais en A. Somme toute, c'est... J'ai mis force et honneur pour celui-là. Allez hop. Force et honneur. Ils sont sympas. Ils sont là, genre c'est les premiers seigneurs célestins qu'on a depuis le début. C'est ceux qu'on voit quasiment le plus souvent. J'ai envie de dire c'est les plus polyvalents. Genre comme j'ai dit, il y en a qui dirigent des chambres de guerriers, des chambres extrémistes. Donc c'est les polyvalents. Ensuite, les seigneurs impératants. Alors les seigneurs impératants commandent plusieurs chambres. Ce sont des maréchaux qui considèrent la guerre non comme une série d'engagements isolés, mais comme une grande tapisserie qui exige de gérer les déplacements, l'organisation et l'ravitaillement de plusieurs milliers de guerriers. Il manipule les unités avec la même adresse qu'un dueliste manipule son épée, dirigeant chaque échelon et suite pour déjouer les manœuvres de l'ennemi et exploiter les faiblesses. Mener des campagnes aussi majeures que celles que conduisent les Éternels nécessite une volonté phénoménale et l'aptitude à faire chaque jour des choix impossibles, entre deux armées encerclées, laquelle doit être sauvée au prix de la destruction de l'autre. Peut-on accepter la chute d'une ville ou plusieurs milliers d'habitants si cela permet d'obtenir une victoire décisive ailleurs? Ce n'est pas sans raison que le dieu roi choisit avec grand soin ceux qui commandent sur le terrain, en favorisant non seulement l'habilité stratégique, mais aussi l'audace et la fermeté.
Peut-être donne-t-il également la priorité à ceux qui sont capables de prendre des décisions difficiles sans hésiter. Car avec le sort de tant de personnes entre leurs mains, les seigneurs impératants ne peuvent se permettre de laisser les émotions régir leurs actions. Bien que l'essentiel du travail des seigneurs impératants se déroule dans le stratégium d'un fort de l'orage, ils foulent fréquemment les champs de bataille, vêtus d'armures ouvragées et flanqués de griffes dog. Ah oui, de chiens griffes quoi, de griffes armes. C'est bizarre de l'avoir écrit comme ça, de griffes dog. Ils supervisent les opérations les plus vitales. Leur ordre résonne au-dessus du fracas de la bataille, comme ils dirigent leurs troupes avec le symbole de leur office, le sceptre Fulgurivoque. Objet d'une rare puissance, les sceptres Fulgurivoque sont confiés qu'aux meilleurs généraux de Sigmar. Ils furent forgés par les 6 forgerons, selon les critères de Grogny le Démiurge, et sont investis de la même énergie que celle qui alimente les ponts stellaires. Ils servent de balises portatives et permettent d'invoquer des renforts éternels de l'orage sur la position du porteur avec une étonnante précision. Entre les mains d'un seigneur impératant, un tel instrument peut renverser les cours de champ de bataille en faisant apparaître des troupes fraîches à une phase décisive. Alors eux ils sont intéressants, ils sont aussi un peu des seigneurs stratégiques comme les Célestans, mais eux j'ai l'impression que c'est plus la logistique, leur domaine. Ils ont carrément un sceptre pour faire popper d'autres renforts quoi. Qui ont été forgés par les 6 forgerons, ça c'est aussi intéressant. Donc les 6 forgerons ce sont les 6 artisans d'Ouardin immortels, qui sont les grands apprentis de Grogny et qui contribuent à forger de nombreuses, quasiment toutes les armes et armures des éternels, qui sont d'ailleurs généralement faits en sigmarite, qui est un alliage de Célestium, la pierre d'Orim d'Azir, et aussi de fragments de Malus, de fragments de l'Ancien Monde carrément. Et sûrement d'autres choses dont on ne sait pas trop quoi, mais la bonne qualité somme toute l'équipement des éternels. Et tous leurs équipements sont magiques. C'est ce qui rend d'ailleurs les éternels assez fumés dans le jeu de rôle de l'Age de Sigmar. Parce qu'en fait, quand on joue un éternel, on commence avec un stuff full magique. Les armes sont magiques, les armures sont magiques. Et c'est assez fort en fait, en vrai. Donc Seigneur Impératant, assez stylé. Et c'est vrai que j'avais dit aussi que je lirais un peu les descriptions des armes et des capacités aussi un peu. Je vais essayer de trouver les seigneurs. C'est comme des ingénieurs militaires, un peu oui, j'ai l'impression. Ils s'occupent de la logistique et ils doivent aussi, somme toute, faire les choix décisifs. Apparemment, là où les seigneurs célestins sont plus sur le champ de bataille, les seigneurs impératants, ils sont décrits comme étant ceux qui gèrent depuis le fort de l'orage. Ils gèrent derrière les lignes ennemies, quoi. Enfin, derrière les lignes, derrière l'avant-garde, quoi. C'est vraiment eux qui sont là posés à prendre les décisions du commandement, quoi. Alors voilà, j'ai essayé un célestin. C'est qu'on reconnaît des assauts. Ouais, c'est pas trop intéressant là. Et Seigneur Impératant. Il y a un petit truc sur le Grave Dog. On n'apprend pas tellement de trucs de plus, en plus. En vrai, je sais pas si je vais lire à chaque fois les descriptions. On apprend plus ou moins ce qu'on va lire. Ok. Alors, les Seigneurs Impératants. Moi, j'ai envie de dire, ils sont sacrément fortiches. Je sais pas si je les mettrais en haut. Oh. C'est pas du fer blanc leurs armures. Ah oui, non, ça va, ça va. En fait, les Impératants ont un rang juste en dessous du Seigneur Commandant. Oui, somme toute, ça a l'air d'être ça, quoi. C'est eux qui gèrent les différents forts de l'orage, j'ai l'impression. Et ils sont
j'ai l'air peut-être un petit cran au-dessus, entre guillemets, des Seigneurs Célestants. Ils ont plus ou moins le même rang, mais là où le Seigneur Célestant est plus sur le terrain, comme j'ai dit, là, eux ils sont plus dans les bastions. Alors où est-ce que je vais le mettre lui? J'ai envie de dire, pour l'instant lui aussi force et honneur. Ouais, ça va aller comme ça. Ensuite, avec un nom pareil, ça sent l'officier supérieur. Ah oui, impératant, c'est vrai que quand même, ça envoie du lourd. Alors ensuite, il y a le Seigneur Relictor. Alors, pareil de macabres atours et brandissant un bâton orné des ossements des martyrs. Oh, pardon. Les Seigneurs Relictor offrent un spectacle sinistre à des lieux de l'image resplendissante des éternels de l'orage, tels que les imaginent la plupart des mortels. Cependant, ces personnages ont une grande importance capitale pour les hôtes de l'orage. Les Seigneurs Relictor sont des gardiens spirituels dont le funèbre aspect représente le cycle de la mort et de résurrection qui gouverne l'existence des guerriers de Sigmar. Ce sont les grands prêtres des armées des éternels de l'orage, capables à la fois de manier la tempête comme une arme et de préserver les âmes de leurs ouailles à leur mort, afin qu'elles atteignent les cieux en toute sécurité. Les Seigneurs Relictor sont choisis parmi ceux qui faisaient montre de leur vivant d'un lien avec les sous-mondes, que ce soit parce qu'ils rendaient culte à leurs ancêtres ou qu'ils bénéficiaient d'une vue spirituelle innée. Doués de pouvoirs surhumains après leur reforge, ils suivent un entraînement supplémentaire dans les cryptes sinistres du Temple des Âges, où on leur dévoile de nombreux secrets, tandis qu'ils apprennent à utiliser la tempête de Sigmar pour régénérer leurs compagnons. Pour cette raison, les éternels de l'orage les tiennent en haute estime, et les voient non comme les émissaires de la mort, mais comme des gardiens à qui ils peuvent confier leur âme. Ok. Donc eux, c'est un peu les médics. Ils sont là pour veiller à ce que les âmes des éternels ne s'abîment pas trop. Et j'avais lu ça aussi dans d'autres trucs. Ils sont là aussi pour soigner les éternels s'ils ne meurent pas de leurs blessures. Par exemple, si un éternel perd un bras, eux, ils peuvent leur faire repousser, quoi, par exemple. Donc, ils sont très sympathiques. Moi, j'ai envie de dire, je les mets un peu au-dessus. Je les mets au-dessus, en termes de lore, parce qu'ils... Même si, bon, eux, ils font des décisions importantes, eux, c'est quand même les vrais bros, les Seigneurs Elector. Donc, moi, ici, je vais mettre le tiers Gigacast. Voilà. Ikari, les Seigneurs Elector. Les chapelains de Horus et les apothicaires. Alors les chapelains, je sais plus c'est lesquels, mais les chapelains et apothicaires, je rapporte apothicaires c'est les médics, et chapelains c'est ceux qui récupèrent les Jinseed, là, les trucs qui permettent de faire d'autres Space Marine quoi du coup. Ouais, bon c'est pas exactement la même chose, mais le rôle est similaire, ouais, on peut concéder ça. On peut concéder ça. Alors voilà pour les seigneurs. Alors, il y a d'autres seigneurs, ça, attendez. Parce que là, ils les mettent pas dans l'ordre que je veux moi. Il va falloir un peu que je cherche et que je revienne sur mes pas de temps en temps. Ensuite, les seigneurs célestins sur Drakastal. Du coup, les Star Drake. Donc, on peut parler aussi d'eux. Alors... Rares et redoutables sont les seigneurs célestins qui chevauchent l'un des mythiques Drakastro. Ces commandants ne se contentent pas de coordonner la bataille de loin, ils dirigent à la pointe de la lance. Fendant des cieux sur leur monture ailée, défiant tout parangon de la ruine ou farouches seigneurs de guerre dont ils jugent le trépas de la plus haute importance. Ceux qui s'avancent sont balayés avec mépris, incapables de résister à la terrible puissance de la bête draconique. Sans parler de la colère de son cavalier.
Les descendants de Dracossion partagent la haine de leur géniteur pour le chaos. Ce qui en fait les alliés naturels des éternels de leur âge. S'ils respectent grandement les Sigmarites, ils ne sont pas prompts à forger des pactes. Ils sont exigeants envers ceux qui veulent s'allier à eux et prouvent la valeur de leurs cavaliers. C'est un grand honneur pour un guerrier éternel que de réussir les épreuves du chemin stellaire et de découvrir une gemme solaire, âme cristallisée d'un drac astral tombé dans les royaumes mortels à l'âge du chaos. Une fois ramenée dans son foyer ancestral au firmament d'Azir, cette gemme retrouve la magnificence de sa forme véritable. Un lien se noue aussitôt entre le sauveur et le drac astral. Lien que trempera d'autant plus d'ardeur du combat. De l'ardeur du combat, pardon. J'ai mal. Juché sur une si imposante créature, le Seigneur Célestin domine le champ de bataille, qu'il fasse des ravages chez l'ennemi à la pointe d'un fer de lance draconique, ou qu'il débusque les guerriers les plus dangereux pour les anéantir sous une grêle de météores. Rares sont ceux qui peuvent résister à l'alliance de son génie stratégique et de sa puissance brute. Ok, sympathique. Stylé quand même, avec les dracs astraux. Alors lui... je vais le mettre un peu au-dessus du Seigneur Célestin classique. Lui, je le mets peut-être quand même encore un peu au-dessus, force et honneur. Je savais pas cette histoire de la gemme, pour le coup, j'avais manqué ce détail. Donc les dracs astraux, du coup les Drakes descendants de Dracossion, ils semblent avoir plus ou moins aussi une petite mécanique de revive, entre guillemets. J'ai l'impression qu'ils fonctionnent un peu comme les Sylvanes, où ils ont une graine, ils ont un fragment d'eux qui peut être utilisé pour générer un nouvel être, quoi. C'est intéressant. Le lien est intéressant. Et c'est sympa que ce soit pas juste en fait des montures qui servent les éternels et qu'ils aient un peu leurs propres aspirations qui soient un peu à l'égal du cavalier. Ça au moins on respecte un peu, quoi. Les chapelains sont des prêtres de combat. Les chapelains sont des gardiens spirituels des intercesses. Ok. Récupère les glandes progénoïdes et qui soignent. D'accord. J'ai un beau Drake. Il a un grand dragon de compagnie, grand rat. Ouais, somme toute, c'est pas trop mal. Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié de préciser, mais n'hésitez pas à rejoindre le live sur Twitch. Ça aide la chaîne, somme toute. Ensuite, alors, prochain seigneur. Qu'est-ce qu'il y a comme autre seigneur? Normalement, il devrait y avoir les seigneurs de la nouvelle chambre. Chambre de la perdition. Avant, il y a le seigneur Aquilor. Alors, il est où le seigneur Aquilor ici? Pour qu'on ait un petit visuel. Seigneur Aquilor. Ah, il est là. Seigneur Aquilor. Bon, je vais les mettre en B par défaut. Comme ça, on voit de quoi on parle. Donc les commandants des chambres auxiliaires d'avant-garde, donc c'est les commandants des chambres un peu d'éclaireurs. Ce sont des héros audacieux et des brouillards qui pratiquent sans relâche la guérilla au nom du dieu roi. Ces seigneurs Aquilor jouissent d'une grande autonomie, car ils se battent dans les étendues désolées des territoires hostiles, loin derrière les lignes ennemies. Ils pratiquent des embuscades, feintes et contournements pour orchestrer l'anéantissement de l'ennemi, et dirige en personne les assauts décisifs sur leur destrier à demi aviant. Les seigneurs Aquilor sont sélectionnés parmi les éternels les plus indépendants et avisés, ceux sur qui Sigmar peut compter pour prendre des décisions difficiles sans être conseillé. Nombre d'entre eux étaient des chefs de la résistance de leur vivant, et la reforge n'a fait qu'affûter leur aptitude à la survie. Ils souffriraient de la rigidité des chambres des guerriers, mais ils sont de leur... Hein? J'ai pas compris là. Ils souffriraient
de la rigidité des chambres des guerriers, mais ils sont dans leur élément une fois lâchés dans l'immensité des plaines et les toundras, confrontés à un ennemi 100 fois supérieur à eux. Ok, eux leur truc c'est pas d'être en première ligne, c'est vraiment d'être tout seul dans la pampa à faire cramer les fermes de l'ennemi, quoi. Les seigneurs Aquilor cherchent à obtenir par la ruse ce que la force, même écrasante, peinerait à accomplir. À la tête de la formation des patrouilleurs d'élite, ils frappent l'ennemi à la gorge, détruisent ses provisions, éliminent ses chefs et le perturbent le plus possible avant de se retirer dans la nature. Quand sonne l'heure de livrer bataille, un seigneur Aquilor est toujours à l'avant, chevauchant les vents éthériques jusqu'au milieu de l'ennemi pour tuer sa proie par le fer et le pistolet tourmente. Donc ça c'est les pistolets éclairs. Voir un peu le profil du seigneur Aquilor là. Je vais le trouver avant demain par contre, ça c'est pas garanti. Ah voilà. Il monte déjà un genre de demi-griffe, un griffe destrier, qui sont extrêmement rapides. Mais voilà, ok. Donc Seigneur Aquilor, somme toute, c'est vraiment les seigneurs de la guérilla, quoi. Où est-ce qu'on va les mettre? Il faut essayer d'être un peu critique, on va pas tous les mettre dans le même machin. Parce que ici, le rang B, pour moi, c'est bon. Ils font le taf, quoi. C'est moyen. Alors, je serais tenté de mettre le Seigneur Célestin classique dans Ça fait le taf, et lui de mettre dans Force et Honneur. Parce que déjà, je trouve il a un peu plus de mérite qu'un Seigneur Célestin, qui est un peu qui a des grosses armées. Lui, il va avec une petite force, c'est un scalpel, et il va foutre la merde chez l'ennemi, quoi. Tu vois, d'ailleurs, même, je vais le mettre dans Gigacast. En vrai, je trouve que il a un peu plus de mérite que les autres. Ils sont les seigneurs Arcanum, seigneurs Ordinateur et seigneurs Exorciste. Et seigneur Castellan. On va y venir, ils aiment courir nus dans les prés. Exactement, mais si ça pouvait servir à leur tactique, je suis sûr qu'ils le feraient, tu vois. Se sacrifier pour la cause. Ensuite, alors, seigneurs vigilants. Les seigneurs vigilants. Donc, ils sont où? Parce qu'il y en a plusieurs de seigneurs vigilants, alors attention. Là, c'est seigneur vigilant sur Morgrif. C'est celui-là. Bonsoir, Chris. Ensuite, alors. Seigneur vigilant sur Morgrif. Les seigneurs vigilants sont les personnes austères qui régissent les mornes citadelles, et qui servent tant de geôliers que de commandants à leurs ouailles tourmentés. Eux-mêmes ont franchi de longue date l'œil de la tempête. Et leurs armes est usées à un point qui aurait fait perdre la raison à la plupart des êtres. Pourtant les seigneurs vigilants perdurent, eux dont l'existence à la marge les relie à l'esprit de leurs frères affligés. Et en fait, ils sautent d'une ligne tous les trois mots là. Hop. J'ai perdu de vitesse. Ok, c'est bon. On dit que leur calme intérieur est un don de Morda, qu'ils vénèrent avec autant de ferveur que le dieu roi. Ce n'est pas l'unique bienfait que les seigneurs vigilants reçoivent de leur divinité tutélaire. Leurs armes sont imbues d'une étincelle de la flamme crématoire sacrée du corbeau lugubre, celle-là même qui brûle à jamais dans les sanctuaires des mornes citadelles et symbolise censément la veillée funèbre éternelle de Morda.
Ces reliques peuvent incinérer un ennemi d'un seul coup, et ils sont très efficaces contre ceux qui pervertissent le cycle naturel de la mort, comme les spectres et les démons. Tous les seigneurs vigilants sont très étroitement liés aux bêtes sacrées de Morda, mais rares sont ceux qui ont un Morgriffe pour compagnon. L'aile vive et la griffe acérée de ces bêtes austères sont douées d'une grâce solennelle et d'une intelligence troublante. Peu nombreuses et avant tout solitaires, elles installent leurs airs sur de hauts pics. Ah oui, leur nez sur de hauts pics ou près de sites jadis voués à Morda. Les seigneurs vigilants sont en pèlerinage en de tels lieux pour accomplir des rites en l'honneur du dieu absent. Celui qui se montre assez fort et pieux pour s'attirer la faveur d'un Morgriffe qu'il accepte comme cavalier, peut l'emmener guerrier au nom du dieu corbeau. Sans aimer se battre au même point que certains de leurs cousins bestiaux, les Morgriffes sont des tueurs d'exception. Et leurs serres longues comme des dagues et leurs becs prompts à trouver le défaut de la cuirasse ennemie. Leur affinité avec l'énergie de la mort se perçoit avant tout comme à leur cri perçant, assez puissant pour trancher le lien entre l'âme et la forme physique d'un être. Alors, leur cri peut tuer? Saloperie, va! Ah putain, la saloperie! Ah putain, faut... ok, donc faut s'approcher de ces trucs avec des boules caisses. Faut faire gaffe. Ah, je savais pas ça par contre. Le coup du cri qui tue. Ok. Donc eux ils sont intéressants quand même, les seigneurs vigilants, le fait que ils ont tous passé l'œil de la tempête, c'est un peu un dicton parmi les éternels. Tant que vous êtes dans l'œil de la tempête, en gros, vous savez, quand il y a une tempête, dans l'œil de la tempête, il y a un calme et tout autour c'est un peu l'apocalypse, quoi, c'est la tempête quoi. Et les éternels ont un peu l'énergie de la tempête qui est en eux, et tant qu'ils sont dans l'œil de la tempête, leur esprit arrive à rester stable. Mais éventuellement, pardon, pas éventuellement, il y a quelqu'un qui va chialer, il se reconnaîtra, désolé, ça arrive. Bon, tous les éternels finissent par quitter l'œil de la tempête, leur esprit devient instable, mais les seigneurs vigilants ont cette particularité que même en quittant l'œil de la tempête, ils maintiennent leur contrôle. Ils arrivent à garder la tête sur les épaules. Donc ça c'est intéressant. Ensuite les Morgriffes, le fait que ce soit des griffons corbeaux qui soient liés du coup à Morda, ça aussi c'est assez intéressant au niveau de la symbolique. Et bordel, le coup du cri qui tue, ça fait mal, ça. Donc où est-ce que je le mettrais? Où est-ce qu'on le met? Le fameux cri des corbeaux qui porte malheur. Ouin. Pourquoi tu pleures, Lucas? Parce que j'ai dit éventuellement? Éventuellement, vous arrêtez de me casser les couilles. Ça y est, je suis en train de déraper. Alors... j'aimais où? Geekaka... Je sais pas. Eux, je trouve qu'ils ont... Tout leur est un peu donné, en fait. Genre... Ils résistent à l'œil de la tempête parce que... Bon, je veux bien qu'il y ait des esprits plus puissants que d'autres. Il y en a qui arrivent à maintenir le contrôle. C'est dû un peu au hasard. Certains, la structure de leur esprit arrive à résister à la détérioration. Ok. Mais bon, voilà. Donc déjà, ils sont un peu bénis. Et ensuite, en plus, ils sont choisis par ils ont une flamme divine en plus comme cadeau, et en plus ils ont une monture toute belle comme il faut, qui tue avec un cri. Voilà, ils sont un peu... On leur donne un peu tout à cela, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu... ça surenchérit beaucoup, quoi. Donc, je vais les mettre à force et honneur. Mais je trouve que voilà, ils sont un petit peu trop gâtés.
Ils sont stylés. Ils sont un peu gâtés quand même. Ensuite... Seigneur Terminos. Seigneur Terminos. Seigneur Terminos. C'est le seigneur avec la grosse hache. Ah, il me semble que c'est lui, voilà. Seigneur Terminos. Le cri qui tue, j'imagine une scène à la charge d'héroïne qui tue tout le monde, y compris le cavalier. Ah oui, ce serait genre il crie et là d'un coup t'as plein d'éclairs qui envoient les éternels tout autour en l'air. Oups. Oups. My bad. Non, on espère que le cri ne fait pas de friendly fire. On espère. C'est pas garanti. Donc le Seigneur Terminos. C'est le devoir du Seigneur Terminos que d'accorder la paix finale aux éternels dont l'âme est irrémédiablement brisée. Au cours d'une sombre cérémonie dite du franchissement de l'ultime seuil, seul Sigmar sait ce qu'il advient des âmes ainsi délivrées de leur tourment. On croit généralement que les chambres de la perdition on croit généralement chez les chambres de la perdition que Morda les accueille et conduit les mânes là, dans le nez, les âmes là, il y avait un M, je sais pas où il sort, conduit les âmes là dans un néant miséricordieux. Certains hostes de leur âge sont d'un autre avis. Les uns croient en une réincarnation en bête d'Azir, les autres en la fusion avec l'essence radieuse du roi en personne. L'unique certitude est que nul n'ayant franchi l'ultime seuil n'est jamais revenu en Azir pour être reforgé. Un Seigneur Terminos accompagne une chambre de la perdition au cours de ses missions, prêt à mettre fin aux tourments de tout éternel qui en aurait besoin. Peut-être pour se soulager de la gravité de leur devoir, ils sont toujours disposés à user de leur hache contre un ennemi digne de ce nom, approché d'un geste ample des sécateurs, des démons et autres monstres. Des sectateurs, pardon, pas des sécateurs, c'est autre chose ça. Réduisant chaque victime en cendres sous l'effet de l'enchantement de l'arme. Après la bataille, le Seigneur Terminos arpente le champ de bataille pour achever les ennemis blessés et dépister les signes de traumatisme chez ses propres frères survivants. Genre, quand la bataille est finie, genre, tu regardes pas dans les yeux le Seigneur Terminos. T'es un peu... Non. Non, ça va. Non, ça va. T'as pas intérêt à avoir un défaut. Non, je pense que ça se fait avec du consentement, bien sûr. Ouais. Donc ouais, le coup de... On sait pas trop ce qui arrive aux éternels une fois qu'ils se font achever une dernière fois. C'est intéressant quand même. Si leur essence retourne vers Sigmar, je trouve ça aussi assez intéressant. Parce que dans certaines théories, les éternels auraient chacun un fragment de Sigmar. Donc si une fois qu'ils meurent définitivement, l'essence, la partie un peu de Sigmar qu'il leur avait laissé revient à lui, ça voudrait dire qu'il pourrait, entre guillemets, recouvrir ses forces au fur et à mesure que les éternels meurent, et qu'éventuellement on finirait par le voir sur le champ de bataille, parce qu'il sera peut-être suffisamment reconstitué pour qu'il puisse envoyer des tartes, quoi. Sans trop risquer, quoi. Tu joues le mort quand il est là, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a des seigneurs Terminos qui ont dû régler leur compte avec d'autres Stormcast comme ça. Ah ouais, c'est... Genre tu... Il perd un pari et t'es en mode... Il est en mode... L'air fatigué. Viens, on va dans la chambre de l'ultime seuil, on règle ça. Enfin. Ensuite, il y a les seigneurs vigilants sur Griffroder, donc c'est ceux-là. Ah oui, attendez, j'ai pas classé lui. Où est-ce qu'on le met? Lui, somme toute, son boulot, c'est de couper des têtes. Hein. Il a pas un boulot incroyable, quoi. J'ai même envie de dire, je dirais même pas ça le fait le taf.
parce que les autres, parce que c'est un seigneur, hein. C'est pas juste un chevalier. Les autres seigneurs, ils ont des rôles assez importants. Lui, son boulot, c'est juste d'achever d'achever ceux qui en peuvent plus, quoi. Donc, ouais, hein, ça va être un C. Hein. Il est stylé, mais objectivement, son boulot, voilà, C, ça va être, bah, il en faut. Il en faut bien. Il faut bien que quelqu'un fasse ce boulot. Ceux qui le font. Voilà, c'est... Voilà. Donc, seigneur, hop, vigilant sur Gryffondor. Les seigneurs vigilants guerroient rarement, sans compagnon animal. Un des plus communs est le Gryffondor, un destrier à demi avien dont le regard dénote une sombre sagesse. Ces bêtes sont cousines avec des audacieux griffes destriers qui servent de monture à certains éternels, notamment ceux des chambres d'avant-garde, comme les seigneurs d'Aquilor, comme on a vu tout à l'heure. À leur différence, les Gryffondors baignent dans l'énergie de Shaish. D'une grande rareté et supposée liée à l'essence du dieu Morda, ils sont attirés par les sites des mornes citadelles. Les seuls sons qu'ils émettent sont des échos rauques et phrases... sont des échos rauques de phrases qu'ils entendirent dans un lointain passé. Souvent les dernières paroles de défunts dont ils se souviennent dans un nouveau contexte qui leur donne un sens sinistre. Ah ouais, c'est des perroquets quoi. C'est des perroquets déprimés. Les Gryffondors sont féroces, mais moins robustes que leurs cousins plus martiaux. Ils compensent par leur étrange pouvoir morbide. Dardant une griffe, un Gryffondor voue un ennemi à périr, sape sa vitalité et siphonne cette énergie vers son entourage, ou lui-même. Ah oui, donc il a une genre de magie un peu d'améthyste qui lui permet d'absorber l'énergie vitale quoi. Bah ça fait penser au sort qu'on utilise toujours sur Total Warhammer là, le siphon d'âme. Pensez un peu à ça. Cette chose troublante, cela peut s'apparenter à de la nécromancie. Et les seigneurs vigilants n'en parlent pas ouvertement. D'aucuns chez l'ordre mémorien supposent en secret que ce processus pourrait contribuer à entretenir la lucidité de leur cavalier et à freiner l'érosion de son âme. Ok, donc c'est des griffes, c'est des demi-griffes nécromanciens un peu, légèrement nécromanciens. Ah ça c'est stylé en vrai. C'est stylé en vrai. Moi c'est ça que j'aime bien aussi avec les éternels, c'est qu'ils ont beaucoup de créatures sentientes. C'est-à-dire que c'est des créatures qui sont à peu près aussi intelligentes qu'un humain. Qui parlent pas forcément comme les draconides par exemple, mais qui sont doués de pensées très intelligentes, qui peuvent prévoir un peu dans l'avenir, comme les corbeaux un peu en fait. D'ailleurs, comme les corbeaux qui sont très intelligents. Mais voilà, c'est des créatures qui sont douées de réflexion assez avancée. Ça c'est toujours intéressant. Mais au final en fait on en sait plus sur le Piaf que sur le Seigneur Vigilant lui-même. Genre, il fait quoi en fait le Seigneur Vigilant? Son boulot c'est de monter le Gryffondor en fait. Attendez, je vais sur le profil du Seigneur Vigilant parce que là... mec, si ton boulot c'est de poser ton cul sur un Piaf... Attends. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont où? Ah, c'est vigilant. Ok, donc la description du War Scroll, c'est littéralement que très peu d'entre eux gagnent la confiance d'un Morgriffe. Je commence à penser que le Seigneur Vigilant, c'est pas l'éternel, c'est le Morgriffe en fait. Ah voilà.
Ces vétérans sont là où d'autres ne le peuvent. Luttant sur le champ de bataille, changés en scène apocalypse, même la magie la plus corrosive n'a aucune emprise sur leurs âmes. Scrutant le champ de bataille, le seigneur Vigilance aperçoit un point faible dans les lignes ennemies et ordonne à ses frères de suivre dans cette brèche. Ok, bon, ça a l'air d'être des officiers sur le terrain. Et qui pointe un peu le focus à avoir, quoi, le focus à faire. Et qui essaie de repérer les failles de l'ennemi. Comme toutes. Non, mais en fait, je suis bête, je viens de me rappeler, il y avait un... Ah ok, ça vient de me revenir, parce qu'en fait, oui, là, c'est le seigneur vigilant de la chambre de la perdition, mais il y avait d'autres seigneurs vigilants avant. Ça me revient maintenant. Les seigneurs vigilants, c'est un peu les... ceux dont le rôle est de... genre c'est un peu les répurgateurs, les chasseurs de sorcières des éternels. Ils sont là pour aussi repérer la corruption des mortels, mais aussi la corruption dans les rangs des éternels. Pas corruption, mais le niveau de défaut que certains éternels peuvent avoir, et c'est eux justement qui prennent la décision quand un éternel doit aller dans une chambre de la perdition. Voilà, ça m'est revenu. Il me semble. C'est pour ça qu'en fait, la description est focus sur le Gryffondor, c'est parce qu'il y a deux unités de seigneurs vigilants en fait. Pardon. Sinon, mon taf, c'est couper des têtes. Oui, c'est ça. Les pires psychologues. Quoi de la... Ah oui, c'est... C'est limite le piaf qui doit être classé. Non, bah du coup, non, c'est là... Par rapport au seigneur vigilant de la perdition, c'est un peu ça. Mais ils ont aussi un autre boulot, quoi. En gros, les seigneurs vigilants, ils ont... Leur boulot, c'est de... Leur boulot, c'est un peu d'être observateurs. C'est ceux qui sont le plus observateurs. Que ce soit au niveau de la corruption des mortels à l'intérieur des cités de Sigmar, que les défauts de leurs troupes, que les points faibles de l'ennemi. Leur truc, c'est qu'ils ont l'œil, quoi. Salut Aurelius. Ouais, donc voilà. Alors, lui... Je vais le mettre dans sa... Je vais le laisser dans sa fait le taf. Je sais pas, il a pas un rôle... C'est quand même un seigneur. En vrai, son boulot, c'est quelque chose que j'attribuerais plus à un chevalier qu'un seigneur. Donc ouais, je vais laisser dans sa fait le taf. Et non, en fait, c'est le Seigneur Véritant, non, je me suis encore gouré. Celui d'avant dont je parlais, de ceux qui cherchaient justement les défauts dans les rangs des éternels et qui repéraient la corruption chez les mortels, c'est les Seigneurs Véritants. Qui sont justement juste après, là. Donc je vais laisser dans sa fait le taf. Du coup, juste son boulot, lui, c'est d'observer les failles de l'ennemi directement sur le champ de bataille. Et c'est pas du coup le reste que j'ai dit. Ils ont remplacé les seigneurs castellans en fait. J'ai envie de dire c'est un peu le même rôle. C'est un peu le même rôle. La différence est assez subtile. Seigneur Véritants. Alors jadis, le devoir des seigneurs Véritants était de déceler les signes de décadence spirituelle dans les cités du dieu roi et de les extirper par le feu et la fureur. Tiens d'ailleurs, je vais le mettre comme il faut. Donc c'est eux les seigneurs Véritants. Pendant des années, leur titre était synonyme de justice
rendu sans pitié. Mais avec l'expansion de l'Empire de Sigmar, ce rôle fut graduellement transféré à l'Ordre d'Azir. Ces mortels investis de l'autorité céleste. Donc l'Ordre d'Azir, justement, c'est les répugateurs, les chasseurs de sorcières, etc. Cela étant, on ne pouvait pas renoncer aux compétences des seigneurs véritants. Ils furent bientôt affectés aux chambres de la perdition, où leurs aptitudes insensées à détecter le moindre indice de dégénérescence dans l'âme d'un sujet devaient s'avérer inestimables. Donc voilà, c'est ceux qui doivent surveiller un peu les autres éternels. Les éternels des chambres de la perdition ont pour tâche de se rendre sur les champs de bataille les plus distordus et démentiels imaginables, et de marcher contre ces vagues d'énergie du chaos qui tueraient ou feraient muter en quelques minutes des guerriers d'un moindre calibre. Malgré leur résistance accrue à de tels effets mutagènes, à la fin de la bataille, ces champions peuvent déceler en eux une trace de corruption. Ce qui est intolérable car on ne peut permettre au moindre iota de l'influence des dieux sombres et souiller les sanctuaires des défunts. Tout éternel revenant au monde citadelle d'une telle mission en contrée hostile doit se présenter à un seigneur véritant. Celui-ci masque sa vue afin que sa perception physique, facilement dupée en pareil cas, n'interfère point avec son jugement quand il examine l'âme d'un guerrier afin d'y débusquer les éventuels signes d'infection spirituelle. Certains vont jusqu'à accomplir le rite de purification et se brûlent les yeux avec un brandon de célestium afin de ne plus jamais percevoir le monde qu'à travers l'impitoyable prisme de la justice inflexible. Ceux qu'ils soupçonnent d'être entachés à la moindre trace de noirceur sont livrés à un seigneur Terminos saloperie et probablement destiné à finir sous la hache du bourreau. Donc les éternels ne sont pas si incorruptibles. Pareils incidents sont heureusement rares et la valeur et le savoir d'un seigneur véritant lui valent généralement d'aller prendre les armes contre les ennemis de l'ordre. Ce que font tous les éternels. Ce qu'il fait bien volontiers en fauchant les ennemis de Sigmar avec sa lame du jugement et en brandissant son bâton d'abjuration. Un sceptre enflammé qui peut disloquer les charmes impies dans un éclat de puissance céleste. Ok. Donc eux, ils ont laissé leur boulot à l'Ordre d'Azir. Et c'est les poucaves des éternels, quoi. Voilà. À quand la tier list du bestiaire éternel? On va sûrement y arriver aussi. Hein. Comme j'ai dit, on va faire seigneur, chevalier, chambre des guerriers, pardon, pas chambre, les différents... j'ai oublié le nom. J'ai un trou. Les différents conclaves. Et après, on pourra faire les bestioles. Hein. On aura le temps, si on a le temps, sûrement. En fait, les seigneurs vigilants aident à mener les éternels des chambres de la perdition au combat, vu qu'ils ont plus trop conscience de leur réalité, un peu comme les spirits altérés et les guerriers fantômes. Bah, j'ai pas l'impression, non, leur boulot c'est de vérifier que personne n'est corrompu, et si quelqu'un est corrompu, ils vont dire, bah va voir le seigneur Terminos, t'inquiète pas, ça va bien se passer, quoi. C'est ça leur boulot, en fait, hein, c'est... C'est des malades. Seigneur Véritant, rassurez-vous, mes chers frères, c'est la justice Sigmarite. Ah, vigilant, oui, t'as dit vigilant, pardon. Oui, du coup, c'est ça. Autant pour moi. Ah, j'ai du mal avec ces deux-là. Donc, ouais. Lui, j'ai envie de dire, il en faut aussi. Hein. Il va aller avec le Seigneur Terminos. C'est vraiment... je pense pas que ce soit les plus appréciés hein, parmi les rangs des éternels. Genre...
À la cantine, il s'assit tout seul, tu vois, ceux-là. Hein, c'est... Ok, donc voilà pour les seigneurs. On a fait le tour pour ceux qui sont dans le Battle Tome. On peut passer peut-être vite fait ceux qui restent. Il en reste. Il y a les seigneurs castellans. Ils sont pas dans le livre. Mais eux, ils font le taf. Eux, ils sont en charge des défenses. Du coup, des fortifications des cités de Sigmar. Eux, leur boulot, c'est la défense. Donc je vais les mettre dans ça fait le taf. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai pu oublier? Il y a les seigneurs célestins sur Dracos. Je vais les mettre aussi dans ça fait le taf. Somme toute, c'est un seigneur célestin sur Dracos. Il y a les seigneurs Arcanum. Eux pareil, je vais les mettre dans ça fait le taf. Eux ils sont plus trop là. Même s'il y en a certains, la plupart sont rentrés à Azir. Certains sont toujours dans les royaumes mortels, à la recherche d'un remède pour les éternels. Donc je vais... Faut que je vais les mettre dans Force et Honneur quand même, parce que eux, en tout cas ceux qui sont toujours là, ils se démènent un peu quoi. Ils font le boulot. Voilà donc pour les seigneurs. Nous allons donc maintenant passer aux chevaliers. Je vais retourner un peu en arrière pour les chevaliers. On va commencer par le chevalier Relictor. Alors, le chevalier Relictor. Il est où? Il est là, chevalier Relictor. Il y a des artworks en plus des chevaliers. La plupart des chevaliers sont des archétypes jouables dans Soulbound. Là par exemple, vous avez un Relictor. D'accord. Pour illustrer un peu. Seigneur Ordinator et Seigneur Exorciste. C'est vrai. Seigneur Exorciste, c'est plus ou moins des Seigneurs Arcanum. Mais ils sont là pour exorciser. Ils sont spécialité exorcisme quoi. Donc il en faut. Somme toute, ils sont très situationnels. Les seigneurs ordinators, ah voilà, il est là. Eux, c'est les ingénieurs. Hop. C'est les ingénieurs. Pareil. C'est aussi les ballistères qui s'occupent aussi de tout ce qui est armes de siège, etc. Genre les Célesta Ballista, ce genre de choses. Donc ils font le taf. Je vais mettre dans ça fait le taf. Merci Trigan. Alfonso Ramirez, c'est qui ça? Adolfo Ramirez. C'est un calice ou un encensoir? Il me semble que c'est un encensoir. Alors eux ils sont marrants. Vous allez voir. Chevalier Relictor. Alors, le Chevalier Relictor arpente le champ de bataille en récitant des sermons de vengeance divine, telle une sinistre incarnation de la mort. De l'encensoir en forme de crâne, que porte ce prêtre guerrier émane des volutes d'encens faits à partir d'huile sanctifiée et d'extraits d'ossements de Sigmarite dévots. Donc oui, il sniffe de la poudre de fanatiques. Les prières des prêtres hérétiques sont réduites à des divagations futiles sous l'effet de cette fumée, car elle empêche le pouvoir des dieux rivaux de se manifester. Une fois que le site des combats est dûment purifié, le chevalier Relictor se joint à l'assaut pour réduire les guerriers ennemis en bouillie avec sa massue relique. Les chevaliers Relictor apprennent leur art dans le temple des âges, sous la tutelle des seigneurs Relictor. Ce havre sépulcral contient les connaissances spirituelles cumulées des hostes
des hostes célestes de Sigmar. Il accueille également les dépouilles de certains des serviteurs mortels les plus dévoués du dieu roi, des saints qui périssent au cours qui périrent au cours de l'âge du chaos, et dont les restes sont encore imprégnés de l'énergie divine. Ce sont ces vestiges que les chevaliers relecteurs brûlent dans leur encensoir. Chaque croisade et effort, ou presque, compte au moins un chevalier relector marchant aux côtés de l'avant-garde. Pour purifier des terres saturées de magie corruptrice, rares sont ceux qui apprécient cette tâche, car les eaux des martyrs ne sont pas une ressource inépuisable, et nombre de chevaliers relectors considèrent une telle utilisation comme sacrilège. Néanmoins, le dieu roi l'a décrété ainsi, et les chevaliers relectors n'existent que pour servir sa volonté. Ah, c'est ceux qui peuvent pas supporter leur job, en mode non, j'ai pas envie. Alors, dans Soulbound, ce qui est pas dit là, mais ce qui est un peu précisé dans Soulbound, c'est que ils peuvent utiliser les os d'individus qui étaient très croyants, de très dévots, et pas seulement ceux qui priaient Sigmar. Ce qui fait qu'en fait, dans Soulbound, ce sont des prêtres qui peuvent invoquer des miracles de Sigmar, et ils peuvent aussi utiliser des os pour lancer des miracles. Et aussi, ils peuvent utiliser des os d'autres dieux. Genre, ils trouvent la tombe d'une prêtresse kainite. Ils peuvent utiliser les os pour lancer un miracle de Cain. Parce qu'en fait, les dieux du panthéon de l'ordre faisaient partie d'un panthéon. Et de par leur union un peu presque spirituelle, bah, ils peuvent plus ou moins en fait invoquer des miracles d'autres dieux, ces gars-là. Après bon, je pense qu'ils le font peut-être à contre-cœur en fonction des autres divinités, mais voilà, ils peuvent tenter d'invoquer un miracle de Cain, de Teclis, de Tyrion, d'Alariel. Ils peuvent faire ce genre de trucs. C'est un personnage du film Papy fait la résistance. Je veux pas. Ah oui, ça me dit un truc. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film. Le meilleur ennemi des Ossiarques. Ah oui. Genre... Ah oui, ça doit être marrant ça. Genre, ils sont face à face, tu vois, il y a deux armées qui sont face à face. Le combat a pas encore commencé, tu vois, ils gardent leur distance. T'as les Ossiarques qui observent de loin avec une longue vue, et t'as un seigneur Ritor qui est en train de broyer des os, tu sais, genre bien en vue pour les faire chier. Et eux, ils sont en train de chialer. Non! Non, pas ma clavicule! Mais voilà. En vrai, je trouve sympa. Je trouve sympa les chevaliers relecteurs. Je vais les mettre en force et honneur. Peut-être pas Gigacast. Mais ils sont marrants. C'est des taxidermistes de dévots. Ouais, c'est un peu ça. Ils ont un fétichisme un peu bizarre, quoi. Genre, imagine, tu surprends un chevalier relecteur dans sa tente, tu sais, t'ouvres, et là, tu vois, il a le visage complètement blanc de farine, mais c'est pas de la farine, tu sais. Et... Monseigneur, vous allez bien? Oui, je suis en train de me purifier. Laissez-moi. Ok. Ah, ils ont l'amour de la poudre blanche. De la poudre blanche, ceux-là. En face des collaborateurs des impôts. Le gars il brûle les billets verts. Catacross a mis la tête à prix. Je pense que les Ossiarques, sur le champ de bataille, ils focus ces gars-là, tu vois. Bon, ils se font tomber dessus par tout le monde. Attends, Karl Franz a fini dans un ascensionnel. C'est-à-dire. Vous êtes complètement défoncé. Non, je prie. C'est comme ça que je prie. Et là il fait Atchoum. Et là il y a un nuage blanc qui sort. Je purifie la pièce.
Allez, bon, on avance. Chevalier Arcanum. Les chevaliers Arcanum comptent parmi les plus ésotériques des éternels de l'orage. Ce sont les mages du temple Valedictor, une organisation sigmarite, une des organisations sigmarites les plus clandestines. Un guerrier qui intègre les rangs des Valedictor en fera partie pour le reste de son existence. C'est pas le cas pour tous les éternels, ça? Ah, c'est vrai qu'il y a des éternels qui peuvent changer de boulot, entre guillemets. Eux, apparemment, ils peuvent pas changer, quoi. Ils ne peuvent rejoindre ses anciens compagnons ou nouer des liens en dehors de cette confrérie isolée. Tous à la fois gardiens et sages de la connaissance. Ça, j'ai gagné la connaissance. Les chevaliers Arcanum sont les dépositaires d'un terrible savoir, des secrets vitaux qui n'ont pas le droit d'oublier. En vertu de l'importance ésotérique de ses devoirs, un chevalier Arcanum fait rarement montre du même esprit de camaraderie que les autres éternels et préfère consacrer son temps libre à la méditation et à l'étude plutôt qu'à entretenir des relations d'amitié. La plupart ôtent rarement leur masque impassible en présence d'autrui, car leur regard hanté reflète les terribles vérités qu'ils connaissent. Et irradie d'une intensité qui trouble les autres éternels de l'orage. Pour préserver leurs souvenirs de la reforge, les chevaliers Arcanum portent des artefacts ornés de gemmes mémoniques de Ish. Ah, ça c'est intéressant qu'ils fassent référence à ça. Des joyaux qui accroît la capacité mentale et permet d'avoir des souvenirs parfaits, auprès d'une déformation progressive de la perception du présent. Les chevaliers Arcanum sont généralement excentriques, et nombre d'entre eux renoncent à leur identité précédente pour prendre des noms comme Troisième Foudre ou Averse Dorée. Ah, Petit Nuage. Je m'appelle Petit Nuage maintenant. Mais leur sorcellerie météorologique est extrêmement puissante, car elle puise son énergie dans la magie des sphères de royaume. Quand un tel mage déchaîne des trompes d'eau ou des bourrasques qui glacent jusqu'à l'âme de leurs victimes, leurs camarades leur pardonnent volontiers leur bizarrerie. Ok, dans les chevaliers Arcanum. Ok. Donc ouais, le coup des gemmes mémoriques de Ish, c'est intéressant, parce que justement, c'est les mages Alarites qui peuvent produire ça. Dans le jeu de rôle de l'As de Sigmar, justement, il y a un sort qui permet de stocker des mémoires, du coup un sort de domaine de la montagne, qui permet de stocker des souvenirs dans des pierres. Et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion à l'époque, tiens, ça pourrait servir aux éternels. Et bah justement, ils doivent justement entrer en contact avec les luminettes pour utiliser ces pierres. Mais intéressant, sur toutes ces chevaliers Arcanum. Alors, où les mettre, par contre? Où les mettre? Le coup, par contre, de changer son nom pour Troisième Foudre ou Averse Dorée, ça fait tellement penser au truc genre Petit Nuage ou Petit Tonnerre. Yakari. Aïe aïe aïe. Où est-ce que je vais les mettre? Somme toute, ça fait le taf. Ouais, ils sont bien là. Il va y en avoir beaucoup dans ça fait le taf. Pour moi, ils ont rien de... C'est des mages. Somme toute, c'est des mages. Ouais, ce sont les archivistes d'AOS. Les chevaliers Arcanum, oui, c'est ça un peu. Donc le temple Valedictor pourrait aussi avoir des espions et des assassins éternels. J'ai plus l'impression que les Valedictors, c'est plus les savoirs secrets, quoi. Les assassins, c'est encore un autre type de chevalier, justement, qu'on va voir un peu plus tard. Les chevaliers Zephyros. Notamment Nymph Black Talon, justement, celle qui a une série, c'est une chevalier Zephyros et une assassin, justement. Ensuite, nous avons les chevaliers Vexilior. Donc, c'est ceux qui ont une grande... voilà, c'est eux.
qui ont un grand drapeau. Hop, tiens, d'ailleurs il y a un autre artwork. Knight Vexillor. Et il a du flow quand même, ça a du flow. Quand tu portes la bannière. D'ailleurs la bannière c'est pas juste une bannière, vous allez voir. Tu inverses l'icône de l'incantor et de l'arcanum. C'est bien possible. C'est bien possible. Alors, il est où l'arcanum? Ah, je crois que c'est lui l'arcanum. Le voilà. Bien vu. Merci Jérôme. Hop. Nickel. Ensuite, alors du coup, le chevalier Vexillor, donc c'est celui qui a la bannière. Les étendards sacrés d'Azir sont tissés dans la soie d'étoiles et imprégnés de la magie de l'orage et des cieux. Leur seule vue emplit les éternels de l'orage de fierté, et seul un grand héros peut espérer avoir l'insigne honneur de brandir un tel objet au combat. Un chevalier Vexillor est un champion qui a prouvé maintes reprises sa détermination à ne jamais céder d'un pouce de terrain face à l'ennemi. Les étendards azirites sont des créations uniques qui possèdent des pouvoirs dépendant de la nature de la magie dont ils sont tissés. Certains sont faits à partir de fragments de corps célestes et permettent à leurs porteurs d'invoquer une pluie de météores incandescents. D'autres attirent des vents mystiques capables de transporter des guerriers à travers le champ de bataille. Les bannières de l'apothéose, œuvre de Grogny le Démiurge, ont été touchées par les étincelles de l'enclume de l'apothéose et peuvent émettre des vagues d'énergie tonitruantes qui réparent les chairs et les armures des champions de Sigmar. Les chevaliers Vexillor ne se voient pas attribuer leur rôle à la première forge. Ils doivent gagner leur grade après avoir passé dans le gladiatorium une série d'épreuves qui éprouvent leur capacité à endurer des souffrances extrêmes tout en défendant l'artefact sacré qu'ils transportent. Vêtus d'une arme fulgurante et armés d'une arme sigmarite, ces champions ne sont pas des proies faciles. Ok, donc le gladiatorium, si jamais, c'est une arène qui a été offerte par Malérion, alias Malekith, ou Malekith alias Malérion, tout dépend comment vous préférez, qui est une arène illusoire qu'il a offert à Sigmar et qui permet en fait de simuler toutes sortes de scénarios, mais de manière extrêmement réaliste. Genre, vous pouvez vous entretuer. En gros, c'est une arène de simulation. Vous pouvez vous entretuer à fond sans vraiment vous tuer en fait. Toute illusion à l'intérieur de l'arène est aussi proche de la réalité qu'elle peut être, quoi. Donc ça permet de pouvoir s'entraîner à différentes choses. Et donc eux sont entraînés à ne jamais lâcher la foutue bannière, genre interdit de la lâcher, quoi. Donc ce qui est cohérent. Surtout que du coup, comme on l'a dit, ces bannières, elles ont toutes sortes de pouvoirs, elles ont été imbuées de toutes sortes de magie, ce qui fait qu'en fait en utilisant ces bannières, ils peuvent plus ou moins lancer des sorts, alors que c'est pas des mages. Ils peuvent invoquer les pouvoirs de la bannière, et genre je crois qu'il y a une bannière qui peut invoquer genre une comète de Cassandra, ou il y a une bannière qui va pouvoir revigorer l'énergie des éternels environnants. Enfin, sacrée bannière, quoi. L'archétype dans Soulbound, du coup la classe de chevalier Vexillor, elle est assez forte. Parce qu'ils peuvent justement lancer des capacités plus ou moins magiques. Après, ils n'en ont pas des milliers des cents comme les mages. Là où les mages sont plus polyvalents, eux ils ont ils peuvent invoquer des pouvoirs fixes. Mais ça en fait des guerriers assez forts au corps à corps et qui peuvent invoquer des trucs intéressants. Donc c'est assez sympa ça. Donc assez stylé, en vrai je les mettrais bien en Gigakas, quoi. C'est eux qui portent la bannière. Ils portent les couleurs du dieu roi. Voilà. Ils sont badass.
Noble second rang, 5ème colonne. Ah merde. Ah oui. Il fait pas partie du Cénacle de l'Orage, lui? Ils font pas tous les deux partie des Cénacles de l'Orage, c'est pas tous les deux des chevaliers? Oh peu importe, on peut mettre celui-là aussi. Hop. Ça marche aussi. Pour créer les éternels, Sigmar a appris les âmes de toutes les races, juste les humains. Alors, officiellement, les éternels sont juste des humains. Officieusement, il y a beaucoup d'histoires où certains éternels ont, de par leur maniérisme et leur philosophie, un peu leur façon de penser et de parler, genre il y en a, certains éternels discutent entre eux en mode c'était pas un elfe ce gars-là, genre ils ont un gros doute en mode il est vraiment pas humain, genre c'était pas un elfe ce con, ou il y en a d'autres qui sont extrêmement têtus et qui sont très à cheval sur la qualité du coup de l'artisanat etc. Et des fois il y en a qui sont en mode c'était pas un nain ce gars-là, genre c'est... Ou il y en a d'autres qui bouffent je sais pas combien, genre qui bouffent 50 cochons à chaque repas, et il y en a qui pensent c'était pas un ogre ce con, enfin tu vois. En gros, officiellement, c'était des humains. Officieusement, Sigmar, c'est pas juste un dieu des hommes maintenant. Et d'ailleurs, tous les dieux de chaque royaume ne sont pas juste des dieux de leur race. Leur influence s'étend maintenant bien au-delà. Et ils ont différents adorateurs de toutes les races possibles maintenant. Donc il y avait des elfes sigmarites, des nains, des ogres, enfin il y avait des individus de différentes espèces qui vénéraient Sigmar. Et même ceux qui vénèrent Sigmar vénèrent aussi d'autres dieux. Il y a les chevaliers sanctifiés qui vénèrent Alariel. Il y a ceux de la chambre de la perdition qui vénèrent Morda. Donc oui, en fait, Sigmar est le dieu roi d'un panthéon. Et donc par extension, quand t'as un panthéon, bah t'as des gens qui vénèrent plusieurs dieux. Officiellement oui, officieusement c'est clair qu'il y en a probablement certains qui n'étaient pas des humains. Voilà. Je pense que ce sera quelque chose qui sera plus touché dans le futur. Peut-être qu'on verra un jour des elfes, des Dordins ou des différentes espèces éternelles. Ça pourrait être intéressant. Il pourrait avoir un design un peu moins bulky que les éternels. Pour les elfes en tout cas par exemple. Ça pourrait être intéressant. Genre, qu'il y ait des nains éternels, pour moi ce serait absolument pas choquant. Parce que c'est Grogny qui a participé au processus de reforge. C'est les 6 forgerons immortels qui forgent leurs armes et armures. Je trouverais ça bizarre qu'ils le fassent juste pour des humains, quoi. Ça me choquerait pas qu'ils le fassent pour, bah justement, des nains. Mais à voir. L'avenir nous le dira. Peut-être la fameuse faction de Grogny, on aura des pseudo-éternels d'Urdin. Qui sait? Nous verrons, nous verrons. Ça donne déjà une idée de la puissance de Malérion. Ah oui, le Gladiatorium, c'est vrai que c'est assez badass. Ensuite, nous avons le Knight Questor, le Chevalier Questor. Il y en a plusieurs, il y en a eu beaucoup de Chevaliers Questor. Ça, c'est vraiment la figurine qui a je sais pas combien de versions. Donc, ça, c'est un autre Seigneur Arcanum aussi. Je vais pas placer, je vais le mettre avec l'autre Seigneur Arcanum. On va le mettre là. Donc, Knight Questor. Là, voilà. Donc ça, c'est le Knight Questor le plus récent, celui qu'on voit avec la Chambre de la Perdition. Sinon, il y a aussi un artwork de l'ancien Knight Questor. Il y a aussi un archétype dans ce baron. Hop. C'est un des OG, un des premiers archétypes. Donc le Knight Questor. Alors comme son nom l'indique, ça va être un éternel qui va bosser un peu en dehors des chambres. Même s'il va toujours répondre ils vont toujours répondre à leur chambre. Alors les chevaliers Questor occupent une place unique au sein des hostes d'orage. Le dieu roi leur a en effet confié une mission très spécifique, bien éloignée du commandement d'une armée entière. Ils peuvent être issus de n'importe quel type d'unité,
et sont en général sélectionnés pour leur exceptionnelle adresse au combat, ainsi que pour leur autonomie de pensée. Et ça c'est aussi intéressant, n'importe quel éternel peut devenir chevalier questor. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle de chevalier questor, ils ont jamais forcément les mêmes armes. Donc ça c'est intéressant. Mais ils peuvent aussi être choisis pour d'autres raisons plus sinistres. Par exemple parce qu'ils sont les seuls survivants d'un désastre militaire et ils ont juré de remplir une mission au nom de leurs camarades disparus. La vocation d'un chevalier questor potentiel lui apparaît sous une forme de présage ou de vision, souvent d'une telle intensité ou d'une telle clarté que le guerrier abandonne immédiatement la campagne en cours avec la bénédiction de ses supérieurs, car tous les éternels de l'orage reconnaissent la ferveur de ceux qui ont été appelés directement par Sigmar. De fait, la loi Azyrite interdit de ralentir de tels individus. Outre leur talent de bretteur, les chevaliers questors disposent d'un puissant artefact pour mener à bien leur quête. Le flambeau de l'aube est une torche chargée de symbolisme, un fanal d'espoir dans les ténèbres apparemment infinies des royaumes et un guide qui les conduit vers le but de leur quête. Les entités maléfiques reculent devant sa lumière tandis que leur ciel s'embrase et que leur cœur noir s'emplit d'effroi. Ils ont une torche. Voilà. Ils ont une torche. Alors eux ils sont marrants. Ils ont une vision et ils partent l'accomplir. Ils ont une quête quoi. C'est les éternels avec une quête. En vrai je mettrais bien un Gigacast. Franchement c'est un peu les électrons libres. Je trouve c'est aussi c'est typiquement, je trouve narrativement un des archétypes les plus cohérents au sein d'un groupe d'aventuriers de Soulbound. Parce que c'est littéralement ils ont une quête quoi, qui peut coïncider justement avec celle du groupe. Donc c'est sympa en vrai dans le jeu de rôle. Chevalier questor. Ça dit que ta diffusion est terminée sur Twitch. Il y a eu une déco sur Twitch. Oh merde. Yeah. Pourquoi Sérieux? Ah non c'est bon, c'est revenu je crois. C'est revenu. Vite, vous pouvez retourner sur Twitch. Normalement c'est bon. Je crois. Vous me dites quand c'est revenu? C'est bizarre ça par contre. J'ai jamais fait. Alors que sur YouTube c'est resté stable. Bizarre. C'est peut-être Restream. Peut-être Twitch il n'aime pas trop Restream. Peut-être que je change à ce niveau-là. C'est revenu? Bon, ça marche pour moi. C'est good pour Twitch. Ah, nickel. Merci. Vous me rassurez. Donc oui, aussi pour rappel, n'hésitez pas à aller sur Twitch. Ça aide énormément la chaîne. Il faut qu'on ait une petite moyenne sur Twitch pour pouvoir devenir affilié avec Twitch. Et comme ça, si vous avez un petit Amazon Prime, etc., ça peut m'acheter un café. Je bois pas de café, mais bon, ça peut m'aider un peu, quoi, si ça vous dit. Dans le futur, là, on est à quelques streams, et je pense qu'on pourra être affilié Twitch. Et on aura de la... Et ouais, là, quand on sera à fond sur Twitch, on aura de la poudre de Devo et des Saneshi, quoi. Donc on la ref, Bender Rodriguez. Mais voilà. Ok. Ça c'est bon.
Et on est mes amis Gigacast. Nous avons ensuite les chevaliers Judicators. Alors, les Judicators. C'est ceux qui tirent des poutres. Disons-le comme c'est. Attendez, dans Era of the Beast, j'ai pas l'image, mais c'est le supplément, du coup on peut jouer... alors on le voit, le Judicator, il a deux Greyhounds avec lui. Normalement elle est plus large la flèche, attendez. Dans l'artwork... Judicator c'est page 107. C'est le PDF, du coup ça c'est l'archétype du Judicator. Voilà, il tire des poutres. Voilà, hein, c'est... Ils ont besoin de se mettre en arrière, l'arc il est aussi grand qu'eux, voire plus grand qu'eux, et ils balancent des poutres. Donc ouais. En plus en talent du coup ils ont 2 Greyhounds, c'est sympa. Vous avez un magnifique... Alors, quand Soulbound va être traduit, alors je le dis souvent, je le dis à chaque stream, Soulbound c'est le jeu de Road AOS, hein, si jamais voilà. Vous allez me voir faire des tier lists de chaque archétype du jeu. On y viendra, voilà. On y viendra. Mais j'attends la traduction. Pas de nouvelles de la traduction. Ça fait chier. Voilà, c'est... Mais voilà. On y viendra. Ensuite, du coup. Chevalier Judicator. Quand les hostes de l'orage se déploient sur le champ de bataille, l'honneur de tirer la première flèche est donné à un chevalier Judicator. L'honneur de tirer la première poutre, plutôt. Chacun de ces tireurs d'élite porte un grand arc terminus, une arc plus proche d'une pièce d'artillerie que d'un arc traditionnel. On est d'accord. Même eux, ils admettent, c'est pas vraiment un arc, c'est... brandant la corde avec une force et un contrôle inégalable, le chevalier Judicator vise sa cible, en général un seigneur de guerre ou une bête de siège ennemi. Le moment venu, il décoche sa flèche, il traverse le champ de bataille à la vitesse de l'éclair pour atteindre le point faible de sa cible et la terrasser. Sous les acclamations de ses compagnons d'armes et les jappements approbateurs de ses griffdogs, le chevalier Judicator sort calmement une autre flèche de son carquois pour tirer de nouveau. Néanmoins, un chevalier Judicator est davantage qu'un simple tireur d'élite. Les sens aiguisés de ses officiers des conclaves Angelos leur permettent de sentir la corruption chaotique et de débusquer les sources d'influence maléfiques les plus intenses au sein de la force adverse. Ça fait un peu penser au chevalier Véritant. Bon après, eux ils font en direct sur le champ de bataille quoi. Ces cibles sont invariablement les champions ennemis et les éliminer à distance est un coup fatal porté à l'armée ennemie avant même que les lignes de bataille entrent en contact. Les chevaliers Judicator transportent toutes sortes de munitions ésotériques, telles que les flèches à pointe de pierre de négation, qui bannissent les manifestations magiques ou les traits sanctifiés qui incinèrent l'âme de leur cible en laissant sa chair intacte. Donc ils ont des flèches à pointe de pierre de négation. Ça c'est sympa, du coup c'est la pierre de royaume du vide éthérique, qui est basiquement une pierre d'anti-magie. C'est une pierre qui dissipe les autres vents de magie. Donc stylé. J'aime toujours quand ça parle un peu du lore étendu. En plus de sa vue perçante, un chevalier Judicator peut invoquer le pouvoir de l'orage céleste. En visant le firmament, il prononce une furieuse incantation et tire une flèche imprégnée de la magie d'Azir. Ah ouais, donc il tire dans le ciel et il provoque un orage quoi. Ça fait penser à dans Skyrim quand on tire dans le ciel pour occulter le soleil là. Le projectile enchanté creuse un tunnel à travers la sphère de royaume supérieur jusqu'au vide éthérique, ouvrant la voie à un énorme trait de foudre mystique. Quand cet éclair frappe le sol, les corps calcinés des combattants ennemis volent en tous sens. Si un adversaire survit à la déflagration, il doit encore faire face au bec et aux serres des Greyhounds qui accompagnent le seigneur Judicator. Des bêtes féroces qui taillent en pièces tous ceux que désigne leur maître. Je comprends pas trop pourquoi il a besoin d'avoir 2 Greyhounds avec lui.
Mais pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas. Donc, ouais, en vrai, moi je mettrais en geek. Je trouve vachement stylé, quoi. Genre, c'est celui à qui fait couler le premier sang. Il tire des poutres. Il provoque des tempêtes en tirant dans les nuages. Il a l'air d'avoir plus... Genre, c'est Hawkeye, mais si Hawkeye était stylé, quoi. Il a l'air d'avoir différentes flèches en fonction des situations. Il est stylé. Tu imagines s'il spécialisait à juste tirer sur des statlings Pourquoi statling Pas du tout pété comme unité. Oh non. Ils sont... Enfin franchement, ils sont pas tous égaux. Hein. Pourtant ils ont le même rang. Genre tous les seigneurs sont pas tous égaux, clairement pas. Et tous les chevaliers encore moins. Hein. Ils ont... ouais. Après ils sont peut-être un peu gâtés. Bon ça, ils sont pas autant gâtés qu'un seigneur de la chambre de la perdition, mais... Ah ils sont stylés quand même, ils sont stylés. Ok. Ensuite... ensuite, donc, du coup, est-ce qu'il reste d'autres chevaliers dans les pages? Voyons voir. Chevalier Draconis. Donc c'est pas celui-là. Celui-là? Ouais, c'est celui-là. Chevalier Draconis. Un chevalier Draconis et son compagnon ailé survolent de près les concentrations adverses, déversent des cascades de givre-flammes qui embrasent les ennemis par dizaines. Puis s'abattent parmi les survivants pour les disperser. Ensuite, dans un claquement d'ailes, Drac et Cavalier reprennent leur essor en poussant un rugissement exalté. Les chevaliers Draconis sont des maîtres de la garde Dracorage et les champions de cette confrérie part. Ceux dont la volonté est assez forte pour qu'ils se lient à un noble descendant de feu, l'Empire Draconite. J'ai du mal. S'il est aussi indéfectiblement fidèle au dieu roi que tout éternel de l'orage, un chevalier Draconis a un impératif secondaire. Il cherche à reconquérir les territoires perdus des Draconites pour les restituer à la prochaine génération des enfants de Dracotion. Ce but fut ratifié par le dieu roi lorsque fut scellé le pacte Draconis, le serment solennel qui noie l'alliance entre Sigmar et Krondys. Ce même pacte accordait un haut degré d'autonomie aux officiers de la garde Dracorage qui n'avaient de compte à rendre à aucun éternel moins gradé qu'un seigneur commandant. Leur lien étroit avec leurs compagnons draconites instille en eux un orgueil qui frôle l'arrogance et garantit qu'ils sont toujours les premiers dans la mêlée lorsque la bataille éclate. Il n'est pas de meilleurs exemples de cet esprit draconique que la lame du feu des éons que manie un chevalier Draconis. La création d'un tel artefact n'a rien d'un processus simple. L'épée est trempée à la chaleur du souffle d'un Draconis, où le porteur la maintient jusqu'à avoir le bras carbonisé. Oh. Pour avoir enduré la souffrance de ce rituel, le chevalier est récompensé par l'attitude d'embraser son épée par la pensée, de sorte que chaque taille et stock sème une dévastation ardente. Ok, donc il fait des attaques de type dragon, voilà. Hein. Stylé. Alors le coup de l'épée, le coup de pouvoir enflammer son épée à volonté, c'est un classique de la fantasy. Mais la moyen d'obtenir ce pouvoir, l'épreuve est intéressante. Le fait de devoir tenir l'épée alors qu'un dragon te souffle dessus. Intéressant. Le fait que leur mission soit de contribuer à libérer des territoires de l'Empire Draconite, du coup les Draconites sont du coup des créatures très intelligentes. Ils peuvent parler, ils ont des pouces opposables, ils savent lancer de la magie. C'est des très bons mages. Il y a Krondys et Karazai, c'est les plus anciens survivants de la race.
Et les plus jeunes, on peut les voir justement avec les gardes de Dracorage et les chevaliers Draconis. Et durant l'âge des mythes, ils avaient un immense empire qui s'étendait à Gur et sûrement aussi dans d'autres royaumes qui avaient des portes au royaume connectées à l'empire. Donc c'est intéressant que eux ils sont là pour appliquer le pacte Draconis fait avec le peuple de Crodis. Je vais les mettre aussi en Rookie Kakas, je trouve assez stylé eux. Genre eux ils veillent pas seulement aux intérêts des cités de Sigmar, mais ils sont là aussi pour aider les Draconis. Donc ils sont pas moins égoïstes quoi, on va dire. Knight Heraldor, Knight Azyros, Knight Vetor, Knight Zephyros et Templier Furdrak qui rentrent dans cette catégorie ici. Effectivement. Je vais voir s'il y en a d'autres encore. Chevalier Azyros. Tiens. C'est lui. Alors, moi je comprends pas que lui c'est le Chevalier Azyros classique. Le barbu, c'est le Chevalier Azyros classique. Et celui qui a le casque, c'est Tornus, du coup, le Chevalier Azyros nommé. Je trouve ça bizarre, parce que pour moi, le barbu ça aurait dû être Tornus, parce que c'est celui qui, c'est un homme qui a une barbe, c'est un peu spécifique, et ceux qui ont les casques auraient pu être les unités génériques. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Enfin. Donc, les Chevaliers Azyros. Peu d'éternels de l'orage offrent une vision de gloire au même degré que les Chevaliers Azyros. C'est Héroth ailés qui portent la lumière de Sigmar où qu'ils aillent. Si la plupart furent reforgés à partir d'âmes de diplomates et d'orateurs, ces officiers sont, comme tous les éternels, des guerriers avant tout. Ah, ça c'est intéressant, que ce soit du coup plus des... C'est pas forcément... Du coup, il y a différents éternels qui n'étaient pas forcément des guerriers à leur mort. Et c'est toujours intéressant quand on voit d'autres profils un peu chez les éternels. Nul doute que l'intention martiale du roi transparaît dans le fait que ces plus fameux ambassadeurs sont des anges en armes nimbées de lumière, aussi prompts à démontrer leur vaillance en combat qu'à répandre la parole de Sigmar. Ouais, donc c'est un peu les envoyés, les ambassadeurs, quoi. Même quand il ne sert pas d'envoyer des cieux, un chevalier Azyros prête ses yeux au dieu roi dans les royaumes mortels. Cela parce qu'on ne trouve pas de meilleurs éclaireurs parmi les astres de l'orage, et cela au propre comme au figuré. La lanterne confiée à un chevalier Azyros est investie par la lumière d'Azir. On dit que là où porte cette illumination, le regard de Sigmar lui-même suit. Même quand on renferme les volets d'une telle lanterne, son aura rassérène les fidèles de Sigmar. On les réunit, quoi, je suppose. Et quand on les ouvre grand, c'est une aube ardente qui éblouit et brûle les ennemis en les laissant à la merci des éternels de l'orage. Donc, ouais, donc la lanterne, c'est un peu Dieu à... en gros, il propage un peu la vision un peu divine de Sigmar, là où son influence serait moindre. C'est des ambassadeurs, donc vu qu'ils volent, ils peuvent être aussi envoyés en avant pour conclure des alliances et mener des négociations. Et au combat, ils peuvent du coup soigner avec la lanterne, utiliser la lumière de la lanterne pour soigner leurs frères ou pour cramer leurs ennemis. Sympathique. Je vais le mettre dans... Ils font le taf. Toutes ces... Ils font le taf. C'est un terminos. On va arriver à la fin des chevaliers. Ok. Alors, on va peut-être faire aussi les autres knights qui resteraient. Quels sont les knights? Donc ça c'est vendu.
pas celui-là. Je crois que je vais faire un peu, en tout cas la majorité des knights, ceux qui étaient dans le livre de bataille. Ok, donc là on a fini les chevaliers et les seigneurs. Moi, on a fait à peu près la moitié. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se pose là-dessus et qu'on reprend demain soir. Comme toutes. Rasseneurer, c'est calmer, rassurer quelqu'un. Ok. Bah c'est cohérent parce que justement ils sont dans les chambres de la perdition et ils sont là justement aussi pour apaiser l'esprit des réclusiens. Donc c'est cohérent. Ok, merci pour la précision, Aoki. Il nous reste quoi pour demain? Ah bah il nous reste le reste des conclaves. Et les bestioles. Et les bestioles. Et peut-être aussi l'artillerie et peut-être les sorts persistants aussi. On pourrait aussi un peu les inclure. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout là. Ok pour moi, bah, parfait. Bah, merci à tous ceux qui sont passés. On va reprendre du coup demain soir 18h. Et j'espère que vous aurez aimé un peu ce format où je lis les livres. En fait, j'ai vu d'autres créateurs de contenu le faire. Lire les livres en direct et réagir. Et bah c'est vrai que je pourrais lire de mon côté, mais quelque part ça fait du matériel pour les lives. Donc c'est pas mal aussi, je trouve. C'est pas mal. Et ça motive aussi pour les lire. Au moins je peux prendre le temps de les lire avec vous. Et je stresse pas à faire de... Je stresse moins, voilà. J'ai du mal à penser à parler. Voilà. Donc demain soir, on va faire la deuxième partie. Je vais modifier un peu le titre. Dans la rediffusion, je mettrai 2 points seigneur et chevalier. Et je vais peut-être modifier un peu la miniature. Et demain, on fera la suite. Voilà. Rendez-vous demain soir. Voilà. Alors merci à tous d'être passés. Merci pour le stream. Content que ça vous ait plu. Et je vous dis à plus. Merci d'y passer. Et bisous. Bonne soirée à tous.